motivé. Tete na place tamani mamuke kwa mambo ya babu mwe na basi ya tribalisme pendo kuwa mbote babu mke tu baba nijijeke kabisa mambo ya tribalisme akele mbote mifumo ya Kongo apre mukeko wa mambo ya bamfumo soka kingomo samura enteleve soka kingomo ya kingandive mifumo ya Kongo ya da enteleve mifumo ya Kongo ya da enteleve mifumo ya Kongo ya kingandive mifumo ya Kongo ya kingandive mifumo ya Kongo ya region motive mifumo ya Kongo ya region motive motole na bwana mfumo ya Kongo sipia ni bwana mtu ya Kongo populaire motole na bwana mfumo ya Kongo sipia ni bwana mtu ya Kongo populaire bana muto ya Kongo populaire bana muto ya Kongo populaire motole la bwana fomo ya Kongo sipia zaba kubongisa Kongo motole la bwana fomo ya Kongo sipia zaba kubongisa Kongo patwale la bwana fomo ya Kongo sipia zaba basi ya bapete Conférence nationale lutaka na jie banani babokila kama conférence yango munuke kobanza kaka bana ya Kongo bakubokilaka batwa motive Conférence nationale lutaka na jie banani babokilaka na conférence yango munuke kobanza barejo ya Kongo babokilaka rejo motive bamubenu zabake Kongo ya batu nyoto regime ya ye bato la tribalisme Kongo ya mutu motive Kongo ya mutu motive Kongo ya patwa motive Kongo ya patwa motive Kongo ya region motive Kongo ya region motive
Et merci à tous les amis d'être venus. La conférence d'aujourd'hui, la conférence de presse, porte sur le thème pouvoir collégial et présidence tournante comme modèle pour l'État du Sud Congo. Et en toile de fond, en fait, c'est une conférence sur le fédéralisme. Tenant compte de toutes les situations que nous connaissons en Afrique depuis quelque temps, il serait quand même souhaitable qu'on prenne peut-être une minute de silence pour penser à tout ce qui se passe dans tous nos pays, que ce soit au Burundi, au Burkina Faso, au Congo, et ainsi de suite. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à se considérer pour une petite minute de silence. Merci. Donc, je vous présente d'abord les intervenants. Donc, nous avons, par ordre, nous avons M. Sébastien Mationgo, philosophe et politologue, auteur de cet ouvrage qui est ici, Consensus et fédéralisme au Congo. Donc, c'est cet ouvrage qui va commenter. Ensuite, nous avons M. José Menbert, qui est auteur de son ouvrage qui est là. Est-ce que je peux le montrer au public? Donc, voici l'ouvrage sur le fédéralisme écrit par le second intervenant. Et le troisième intervenant, c'est donc M. l'honorable Robert Poati-Pangou, qui est un ancien parlementaire, qui va nous présenter donc l'État du Sud Congo. Mais juste une petite introduction pour la conférence. Donc nous assistons en fait depuis quelque temps, je dirais même depuis le printemps arabe, à une accélération de l'histoire africaine. Et cette accélération, on lui accorde le terme de déficit démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un déficit démocratique en Afrique, parce qu'il y a des dictatures, parce qu'il y a des présidents qui s'éternisent au pouvoir. La preuve la plus récente, c'est celle de Nkurunziza qui est resté 10 ans au pouvoir, mais qui veut continuer à y rester. Mais en lisant bien le phénomène, et l'autre aspect, c'est celui selon lequel ces mêmes chefs d'État sont surpris aujourd'hui de se rendre compte que les grandes puissances qui hier les ont soutenus dans leur dictature sont en train de les lâcher. Ils ne comprennent pas pourquoi cet état de fait arrive, alors qu'ils ont servi loyalement les anciens colonisateurs. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème du système que nous avions hérité depuis la colonisation, enfin depuis les indépendances nominales? Le système constitutionnel qui gère la plupart des États africains francophones, c'est le système jacobien, c'est-à-dire qu'un État centralisé, il y a une présidence et puis tout le reste s'ensuit. Donc certains gens réfléchissent aujourd'hui sur le fédéralisme. Ils se demandent est-ce que le fédéralisme ne serait-il pas une voie? Et donc c'est un peu l'objet du constat qu'a fait Mationgo avec son ouvrage, ici. Et voilà pourquoi il est présent. Il va nous en parler. Et c'est aussi le cas de Menbert, qui est lui ingénieur qui travaille vraiment profondément sur cette question. Et donc en troisième partie, on se rend compte qu'il y a une personnalité politique qui est l'honorable Poati-Pangou, qui lui, justement, veut se servir de ce modèle comme une issue, comme une voie pour le Congo-Brazzaville. Mais donc toutes ces questions-là doivent être mises à discussion pour voir que faut-il faire, où est le problème. Donc nous sommes ici sur une table de discussion pour essayer de comprendre les mouvements actuels de l'Afrique contemporaine, voir s'il y a des pistes. Est-ce qu'il y a peut-être des pistes que nous n'abordons pas? On s'engouffre tous sur un schéma unique pour dire que il y a un qui est là, pousse-toi, moi je prends ta place, mais après on se rend compte que les problèmes demeurent toujours les mêmes. Donc je vais passer la parole en commençant avec
Donc le politologue Mathiongo qui va nous parler de son ouvrage. Donc c'est le thème de mon travail, c'est l'actualité du fédéralisme républicain et convivial. Donc ça c'est le thème de mon travail. Alors quelle est la situation aujourd'hui en Afrique centrale? Ce que nous sommes aujourd'hui dans l'épopée des armées répressives et de dictature, en situation avec les coups d'État. Hein. Il y a la désintégration des territoires nationaux, la réduction des légitimités territoriales nationales par des zones d'occupation accaparées par des forces miliciennes et combattantes. La division nationale favorisée par une suprématie absolue et belliqueuse des clans au pouvoir. Le désœuvrement profond de la jeunesse, rejeter les circuits de l'économie réelle, de la distribution de la richesse nationale et de la citoyenneté active. La montée des castes égoïstes, rentières et improductives, qui militent pour la convoitise, contre la rationalité productive des moyens de travail, contre les initiatives autonomes des intelligences nationales, disons, contre la liberté et la rénovation de la société. Le rétrécissement accéléré dans le sens d'une régression et d'une impuissance des structures de l'État et de l'administration, phagocytée et dévoyée par une puissance de substitution opaque, inégalitaire, intolérante et discriminatoire qui se dénomme la puissance clanique autocratique. L'inexistence de l'espace public et de l'espace national, remplacée par l'idolâtrie et la mobilisation permanente et ahurissante des fanatiques, des unanimistes et des idéologues de l'entre-soi. La mort symbolique et historique de la figure du neutre, de l'intercesseur, de Candide, de l'intellectuel héroïque et incorruptible. Enfin, s'est installée aussi, et d'une façon durable, l'acceptation des actes d'inhumanité et l'interdiction politique de procéder à leur procès. J'appelle ce phénomène corruptible de profanation de l'autre de nous-mêmes le tabou despotique, puisqu'il interdit que le corps profané et déshumanisé de l'autre de nous-mêmes se donne aussi comme moment intelligible de vérité collective à expliciter ensemble, afin que la réitération d'une telle barbarie en soit déclarée incompatible à l'égard de l'humanité libre. Notre époque, pour nous qui persévérons en Afrique centrale et particulièrement au Congo-Brazzaville, est l'époque actée de l'obscurité fondamentale, de l'insouciance de l'humanité, de la désorientation, de l'occultation et de l'angoisse inconsolée. Nous sommes dans la condition inédite de démembrement organique, de camouflage de nos lumières égarées, ensevelies, outragées, amputées, souillées et délégitimées. C'est cette condition d'obscurcissement que j'ai dénommée Kimpoupolisme dans mon livre qui porte le titre de Consensus et fédéralisme et a pour sous-titre Modernisation et partage. Tant qu'on n'a pas perçu cette condition, ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des consciences inhibées au service de l'agir de la destruction pour le plaisir de la destruction, il est difficile de penser, de concevoir et d'actualiser le politique, c'est-à-dire la problématique souveraine de l'être ensemble solidaire, à l'intérieur d'un même territoire commun, qui exclut qu'un clan s'empare de tous les leviers de la gouvernance publique au nom d'une idéologie désastreuse, telle l'ethno-militance, c'est-à-dire la privatisation ethnique du pouvoir et de l'alternance politique. Nous n'avons pas encore trouvé, d'une façon pratique, le tribunal approprié de ce délit. Quelle ethno-militance, ni même un consensus objectif conduisant à la destruction de l'ethno-militance. Si l'ethno-militance perdure, c'est bien parce que les deux phénomènes historiques qui l'ont rendu possible traversent encore en profondeur les réflexes politiques permanents des Congolais. Nous pensons à l'avènement de l'indépendance avec ses mirages de l'État jacobin dévoyé, puis à la contamination idéologique de la guerre froide avec son mensonge du nécessaire rassemblement unanimiste autour de la raison d'État et la géopolitique bureaucratique afin de construire l'utopie de la révolution nationale démocratique et populaire appelée autrefois RNDP. On n'a construit ni l'État jacobin avec son mythe républicain qu'est l'universalité des conditions d'égalité, ni la révolution nationale démocratique populaire avec sa promesse emblématique, à savoir la libération nationale et le pouvoir pour peuple. On a construit par contre le mythe de la légitimité autoproclamée, incarné par la volonté de la force brute, avec un consensus des notables
de la géopolitique intérieure, partisans de l'ethno-militance et qui ont donné jour à des gouvernances thématiques nationales fondées sur les intérêts individuels des notables intrigants, incarnant la fibre tribunicienne. En installant la privatisation ethnique du pouvoir et de l'alternance politique, en démembrant et en privatisant l'État à des notables claniques et à des puissances opaques extérieures à la volonté nationale, en laissant sous-entendre l'autoproclamation et le fait d'accomplir la force comme condition politique et légale du principe de légitimité politique, on peut dire que la militance autocratique et présidentielle, surdéterminée par l'ethno-militance et le kimpungulisme, demeure le modèle de la gouvernance qui s'est emparée du territoire du Congo-Brazzaville. Nous proposons comme offre politique alternative le fédéralisme républicain et conjugal. Il fonde sa prétention sur l'autodétermination des populations, sur l'autonomie régionale, sur la dénationalisation de la gouvernance, sur la régénération des savoirs classiques des traditions. Son socle de possibilités pratiques est la collégialité remembratrice et transversale du pouvoir. Trois savoirs dialectiquement liés composent ces compétences souveraines, c'est-à-dire le savoir constitutionnel, le savoir classique des traditions et le savoir régional. La loi fondamentale qui régule les intérêts pratiques et souverains de l'être ensemble politique du fédéralisme républicain et convivial, cette loi est organiquement constitutive des trois savoirs constitutionnels, traditionnels et régional, qui fondent objectivement sa légitimité et sa validité, ainsi que le critère de sa délibération exécutoire. En instituant par la loi la dénationalisation de la gouvernance, nous sortons de notre localisme improductif, figé, dogmatique, rétrograde, archaïque, belliqueux, intolérant, violent et vidé de tout avenir socialisateur. En se séparant définitivement des militances présidentielles et présidentielles et de leur mythe commun, orienté vers le surhomme et l'entre-soi, nous fondons une communauté politique de la mutualisation équilibrée des compétences et de l'égalité territoriale des moyens d'action et d'existence à l'intérieur d'une institution morale et politique souveraine dénommée le directoire. De même, en faisant de l'autonomie régionale une compétence organique et souveraine et en élargissant son espace vital par une reterritorialisation de ses limites de viabilité et d'autosuffisance durable, négociées en commun dans le territoire national, on rompt de la sorte avec le masque inaccessible et voilé de l'État centraliste, ainsi qu'avec ses promesses non tenues et ses tentations obstinées de captation égoïste de la richesse nationale. L'idéologie ethno-régionaliste en subira un coup terrible, puisque l'autonomie régionale est ici essentiellement axée sur l'héroïsme permanent de la productivité qualitative des potentialités du terroir, ouvrant à une mutation économique et sociale dynamique et maîtrisable, parce qu'à l'échelle de ce qui est possible et réalisable. La compétence traditionnelle et classique, celle prescrite par nos lointaines civilisations incarnées par nos rituels symboliques de l'éducation des consciences libres que sont le maïlisme, l'ontérisme et le kwembelisme, cette compétence souveraine est d'une grande importance pour rompre avec le cycle fatal de l'obscurité fondamentale, de la régression culturelle et de la détestation symétrique, mimétique et tragique. La loi fondamentale, cette haute compétence souveraine, est la lumière édifiante et apaisante issue du débat territorial, mobilisant les compétences irréductibles précitées qui s'y retrouvent pour attester le socle souverain de l'être ensemble politique fédéral. Dans les conditions politiques d'aujourd'hui, rien n'est assuré, surtout pas la protection des populations, leur bien-être et leurs droits fondamentaux concrets. Les modèles prônés par les militances présidentielles et présidentielles, qu'ils soient illustrés par des autocrates ou des démocrates, ne conduisent au mieux qu'à la réitération de l'entre-soi et du mythe du surhomme. Ces modèles sont enfermés dans le complexe de l'État centraliste. Ils croient au fétichisme de la violence d'État, à la convoitise de la richesse nationale et à l'idée selon laquelle celui qui détient le pouvoir d'État par délégation élective ou par autoproclamation est le détenteur non seulement de la légitimité, mais de la totalité de ce qui fait sens dans le territoire national. Devant ce blocage historique de notre pays, nous ne pouvons diaboliser les expérimentations novatrices, que celles-ci portent sur l'autodétermination relative ou effective des populations dans le cadre de l'État existant ou de la séparation
ou encore que celle-ci s'oriente vers le fédéralisme comme modalité fonctionnelle de gouvernance et de partage démocratique du pouvoir et des compétences attestées dans la loi fondamentale. La phase historique qui s'ouvre à travers la problématique de l'autodétermination des populations à l'intérieur de l'État centraliste autocratique en délitement. Cette phase fondatrice est celle de l'héroïsme insurrectionnel des populations qui désirent leur autonomie régionale et une meilleure garantie de leur humanité à l'intérieur du territoire national, de leurs préférences, voire de leurs choix. La volonté de pouvoir et de domination, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans notre pays, pratique le fétichisme et le sacrifice des indésirables sur un mode qui est pour nous irrationnel et absurde, mais qui est pour elle une raison pratique de conservation du pouvoir. On traîne donc à la mort des innocents au nom des commandements mystiques et sectaires, au nom d'une croyance qui mise sur l'envoûtement des populations et sur la ritualisation funèbre de leur corps tenu en sacrifice. Faut-il continuer à persévérer dans un tel territoire surdéterminé par des croyances macabres et odieuses? Un territoire en régression qui a détruit le tabou de l'humanité et qui a profané l'équilibre des civilisations. Ne faut-il pas instituer des contreparties inviolables et inaliénables, servant de progrès, de garantie de droit, d'émancipation de nos populations dans leur phase de décision souveraine à l'option politique de leur choix déterminé et légitime? Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je suis rentré dans mon texte par un autre biais. Je vous ai montré l'enjeu des questions qui se discutent autour de la nécessité du fédéralisme ou de la cogénéralité. Ces questions, certes, viennent de la souffrance. On ne peut plus aujourd'hui être ensemble sans que cette question d'être ensemble soit réellement une discussion politique soutenue, car il faut savoir pourquoi on doit être ensemble, s'il n'y a pas de contrepartie, comme je viens d'indiquer. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas suffisante pour être ensemble, ne fonde pas cette possibilité de vivre ensemble. Donc il faut aller au-delà. Et dans au-delà, il y a cette dimension que je propose du fédéralisme républicain convivial avec les compétences que je viens d'énumérer, mais il y a aussi les autres aspects de la séparation, peut-être pas définitive, provisoire, pour expérimenter autre chose, quitte à ce que les gens se retrouvent. Mais je pense que c'est la question de l'autonomie régionale. Ils sont des questions aujourd'hui essentielles, parce que si on ne passe pas de ces questions, nous sommes toujours trompés par ceux qui nous tiennent un discours rationnel. Or, aujourd'hui, ce n'est pas un discours rationnel qu'il faut tenir aux gens. Aujourd'hui, il faut se dire que nous ne sommes pas dans des garanties attestées et qu'on a besoin que ces garanties soient attestées. On a besoin qu'il y ait de la vie, là où les gens vivent dans leur territoire, leur espace. C'est ça la grande question aujourd'hui. Et ça peut se déterminer par une constituante qui justement en insère cela. Parce que juste à présent, on n'en a pas, qui insère cette préoccupation, ce contentieux, comment rompre le long contentieux historique depuis 60. C'est ça la question. On ne peut le rompre que par une conception qu'on a du territoire, mais une conception aussi qu'on a du pouvoir. Si le pouvoir, c'est quelqu'un qu'on a élu, après qui dit, mais j'ai mes 5 ans, écoutez, laissez-moi vos histoires, ben là, c'est pas normal. Mais si le pouvoir, c'est une affaire on a les forces, les puissances, les compétences traditionnelles dedans, les compétences régionales dedans, et en ce moment-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Puisqu'en tout moment, chacun se retire. Si l'idéal n'est pas celle-là, chacun se retire et nous sommes dans la remise du pacte. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de remise du pacte aujourd'hui. Pas de remise du pacte d'être ensemble. Voilà un peu le type de travail que je voulais proposer. Donc, sur ce, je pense qu'on va écouter maintenant le second intervenant pour que les questions interviennent à la fin. Je pense qu'une initiative comme celle-ci, de créer un État alors que l'État du Congo existe déjà, demande d'abord du courage, mais deuxièmement, reflète aussi un mal-être, comme l'a dit Sébastien Ationgo tout à l'heure, un mal-être dans ceux qui ont eu cette initiative et surtout une difficulté à vivre ensemble avec les autres. Au début, quand j'ai dit aux gens que je viens intervenir ici
On m'a dit, serais-tu pour les sécessions? Je dis, pas forcément, je ne le suis pas, mais j'ai un message à apporter qui peut permettre aux partisans ou non de cette nouvelle façon d'entrevoir la politique chez nous, de trouver une voie. Voilà pourquoi je suis là. Donc le thème de la conférence de presse qui nous réunit, c'est bien le pouvoir collégial et la présidence tournante. Et il m'a été demandé, entre autres, de présenter la fédéralitude. Donc de ce fait, mon exposé va s'articuler autour de 3 axes. Le premier, évidemment, c'est la fédéralitude comme modèle institutionnel de gestion de nos États en Afrique. Le deuxième point, ça va être le gouvernement collégial, c'est dans le titre. Pourquoi gouvernement collégial? Et enfin, la présidence tournante. Donc, qu'est-ce que c'est que la fédéralitude? On va faire un peu d'étymologie, si vous permettez, et même un peu de philosophie, bien que j'ai un collègue philosophe à ma droite. Il me semble fondamental de revêtir l'esprit de la lettre que j'ai préparée pour bien comprendre la lettre elle-même. Ceux qui n'ont pas l'esprit de la lettre, en général, l'interprètent mal parce qu'ils ne savent pas pourquoi nous entreprenons certaines démarches. Donc, il faut clarifier les choses. Le mot fédéralitude est un néologisme. Il n'existe pas. Il n'existait pas avant le 20 juillet 2014. Il n'existait pas. Ça s'appelle un néologisme. Mais il est composé de 2 parties familières, une racine fédérale et une terminaison, un suffixe, qui est itude et que l'on retrouve dans les mots tels que attitude, habitude. Pourquoi? On peut faire une analogie avec un autre mot qui a sensibilisé les générations que nous sommes et celles qui nous ont précédés, c'était la négritude. Pour rappel, la négritude est un courant littéraire et politique qui a été créé durant l'entre-deux-guerres et qui rassemblait les écrivains francophones de peau noire. Je vais vous les citer. Il y avait Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran, Damas, Guy Tyrolien, Birago Diop, René Depestre, pour ne citer que cela. En fait, c'était des gens déjà qui s'insurgeaient contre le colonialisme. C'était des anticolonialistes. Et la conséquence de tous ces mouvements, c'est que dans les années 60, on a eu les indépendances. Mais le mouvement ne s'est pas cantonné qu'à l'espace francophone. Il a fait boule de neige, puisque les Africains, il n'y a pas que les francophones qui ont été colonisés. Il y a les anglophones, les lusophones, et on trouve même des hispaniques. Donc, la négritude a touché le monde anglo-saxon et ça a donné le black nationalisme, c'est-à-dire le nationalisme noir. La négritude, pour résumer, est un courant qui exaltait l'identité nègre. Négritude. La fédéralitude est un courant de pensée qui exalte un nouveau mode de gouvernance adapté aux États multiculturels et multiethniques issus de la colonisation et qui sont aujourd'hui en proie à l'instabilité institutionnelle. Voilà ce qui caractérise nos pays, l'instabilité institutionnelle. On a des institutions, mais on se demande d'abord qui les a élaborées, sont-elles stables, font-elles la satisfaction de ceux pour qui ils sont en place? Voilà des questions. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas douter, c'est qu'il y a une instabilité institutionnelle en Afrique. Les coups d'État, c'est une preuve d'instabilité institutionnelle. Celui qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, c'est une preuve d'instabilité institutionnelle. Parce qu'il part sur la base d'un pacte et il ne le respecte pas. Donc, ce mode de gouvernance basé sur le fédéralisme, la fédéralitude, est fondé sur, je reprends, le fédéralisme. Mais le fédéralisme, ce n'est pas un mot savant. Fédérer en français, c'est très simple. C'est rassembler, c'est réunir, c'est mettre ensemble.
permettre aux gens de dialoguer, de vivre ensemble et d'avancer ensemble. Donc, la fédéralitude est en quelque sorte l'appel à l'incarnation d'une attitude fédéraliste en chacun de nous, en tant que citoyens de nos États actuels. Certes, je vais faire un peu d'histoire. Ces États sont nés d'un découpage artificiel réalisé à Berlin en 1884 et 85. Mais je vais appeler votre attention. Berlin a payé son tribut. Je ne sais pas si vous le savez, Berlin a payé son tribut. Pourquoi? Monsieur pose une bonne question. C'est la seule ville qui a été partitionnée, coupée en deux. C'est la ville où on a divisé l'Afrique et c'est la ville qui a été divisée en deux, coupant l'Europe en Europe de l'Ouest en quelque sorte et en Europe de l'Est. Ils ont payé leur tribut. La même chose qui nous est arrivée, des familles, des tribus, des clans coupés en deux, eh bien c'est arrivé aux Berlinois. Ça s'appelle des lois de karma, des lois d'action-conséquence, de cause-effet. Le mur de la honte, c'est comme ça qu'on l'appelle, sa construction a commencé la nuit du 12 au 13 août 1961, c'est-à-dire exactement un an après la vague des indépendances en Afrique francophone. La vague des indépendances. Et si vous regardez bien, souvent, le Gabon, c'est le 17 août, le Congo, ainsi de suite. On distribuait les indépendances parce qu'il y avait déjà eu des remises en question. Et un an après, Berlin est coupé en deux. Les Allemands de l'Ouest ont appelé ce mur le mur de la honte. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le mur s'est écroulé aussi le 9 novembre 1989 sous la pression des manifestants de l'Allemagne de l'Est et à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Causé lui-même, cet effondrement, par la perestroïka, c'est-à-dire les réformes économiques et sociales que Gorbatchev avait initiées. Aujourd'hui, l'Allemagne est politiquement réunifiée et c'est un État économiquement fort qui tire l'Union européenne vers la fédéralisation. Voilà le lien avec le fédéralisme et notre histoire. Ils ont payé leur tribut, ils ont réparé. Et en Afrique, ma question est la suivante, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? En Afrique, la déflagration consécutive à la chute du mur de Berlin, c'est difficile qu'un mur tombe sans déflagration, avait provoqué des révoltes qui permirent à l'époque l'instauration ou, dans certains cas, le retour du multipartisme. C'était dans les années 91-93. À l'époque, on avait parlé d'un vent venu de l'Ouest. Et les vents, en général, font des dégâts. Mais après 25 ans, nous sommes en 2015, je crains que on soit resté au stade du vent, un vent qui souffle, qui est passé. Qu'est-ce qu'on constate? Les mêmes problèmes qu'on a dénoncés à cette époque sont en train de revenir. Ils sont là, des présidents qui se maintiennent au pouvoir, des constitutions qu'on viole, des coups d'État, j'en passe. On continue en quelque sorte de dénoncer les régimes autoritaires au point que l'Afrique risque de connaître des éclatements de ces États issus de la colonisation. C'est arrivé déjà au Soudan, il n'y a pas longtemps. Et là aujourd'hui, quand j'entends les collègues, les frères du Congo parler du Congo du Sud, alors que officiellement c'est un Congo qui existe, je dis il y a un problème. Il faut qu'on aille plus loin. Et on doit aller plus loin, mais très vite. Très vite. Chères sœurs, chers frères, les Allemands ont fait leur part. Ils ont fait leur part, les Européens ont fait leur part. Ils ont arrêté leur guerre. C'était des peuples qui se bagarraient. Et je vous rappelle qu'en 2012, le prix Nobel de la paix a été décerné, vous savez à qui? À l'Union européenne. Alors qu'habituellement on décerne le prix Nobel à des individus. Mais là on l'a décerné à l'Union européenne, tirée par les Allemands et les Français. Parce que cette union œuvre pour la paix. Nous devons faire notre part. Et pour cela, il faut avoir des ambitions à la fois grandes, mais positives.
pour nos pays qui sont riches par leurs hommes, riches de leur culture, riches de leurs ethnies, pas seulement riches de leur sol. Pour moi, la richesse du sous-sol, l'Europe aussi a eu ses richesses. Il y a eu le pétrole ici, le manganèse peut-être, il y a eu le charbon, enfin, il y a eu tout ce que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Donc, la fédéralitude, pour revenir à la fédéralitude, propose un modèle de gouvernance qui est basé sur les bonnes pratiques démocratiques. Puisque je vous ai dit, les autres ont fait leur part, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Eh bien, nous devons regarder autour de nous et prendre, comme les Romains le faisaient, ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? C'est là, sous nos yeux. Alors, il y a des modèles démocratiques qui ont fait leur preuve en matière de paix, de préservation de la diversité, de protection des minorités. Et ces principes-là se traduisent politiquement par des principes techniques que je vais maintenant vous citer. Il y en a 4 et qui constituent les 4 piliers de la fédéralitude. Si vous en enlevez un, c'est comme si vous voulez construire une table qui a 3 pieds. Elle ne va pas tenir. Le premier principe, c'est le fédéralisme et la subsidiarité. 2. Le deuxième principe, c'est le gouvernement collégial, la présidence tournante. 4. C'est la démocratie directe et participative. Et enfin, 4 plutôt, c'est une armée citoyenne qu'on appelle armée de réservistes, parce que ce ne serait plus une armée centralisée par une caste. Mais le principe serait celui des citoyens soldats. Donc, de ces 4 principes, pour ne pas m'étaler, je vais essayer maintenant de me centrer sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui du gouvernement collégial, la présidence tournante. Alors, le gouvernement collégial, quand on parle de gouvernement collégial, l'Africain actuel pourrait penser que c'est un concept nouveau. Moi, je suis un curieux. Et quand je lis les travaux d'archives du prêtre et écrivain gabonais André Raponda Walker, qui a vécu de 1871 à 1968, pour bien dire qu'il a fait le lien entre l'ancien monde et le nouveau, et vous savez que les prêtres étaient des grands observateurs de nos sociétés. Lui, c'est un prêtre gabonais, donc en Afrique centrale, dont la capitale de l'AEF était Brazzaville. Il a beaucoup écrit sur nos peuples, nos ethnies, d'où est-ce qu'ils viennent, etc., comment est-ce qu'ils étaient gouvernés, dirigés et autres. Alors, quand je lis Raponda Walker, je découvre que la pratique collégiale existait déjà. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais prendre un raccourci, avancer, aller à l'essentiel. Nous perdons souvent ces traces, je le rappelais, les traces de notre histoire par manque de curiosité. C'est pourquoi je me suis permis de dire qu'avec la curiosité, nous pouvons retrouver beaucoup de choses chez nous. Mais la plupart de nos compatriotes nous disent souvent qu'ils sont modernes, les Africains bien ça, hommes comme femmes. Donc, si je me positionne comme homme ou femme du monde dit moderne, on ne peut pas ne pas s'intéresser à un État qui existe depuis l'an 1291, ça fait plus de 700 ans. C'est l'un des plus vieux États au monde. Cet État, comme nous, comme les nôtres, se caractérise par des peuples, des langues, des cultures, des religions différentes. Chez eux, il y a des Germains, des Italiens, des Romans, des Romanches, des protestants, des catholiques, tout ce qui fait le microcosme, la diversité et des choses qu'on retrouve chez nous. Un pays comme le Gabon, il y a une cinquantaine d'ethnies, les religions, on n'en parle pas, il y a le Bouiti, le Bieri, plus les catholiques, les protestants et tout ce qui est en train de s'ajouter, l'islam et autres. Donc, cet État, pour revenir aux bonnes pratiques, a expérimenté depuis des décennies la gouvernance collégiale, la présidence tournante, depuis 1890. Cet État, vous le connaissez tous, c'est la Suisse. J'en suis arrivé là après avoir fait un ensemble de projets, de recherche. Depuis 2007 que je travaille sur ces sujets. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un gouvernement, puisque nous parlons de gouvernement collégial? Qu'est-ce qu'un gouvernement? Et pourquoi collégial?
il est important de rappeler que les États de droit moderne reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs et l'indépendance des trois pouvoirs fondamentaux qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est important de le rappeler. Le législatif élabore les lois, l'exécutif les exécute et le judiciaire rend en quelque sorte la justice et les tribunaux. Si on ne sait pas ce qu'on revendique, on sera comme les paysans au Moyen-Âge en Europe qui étaient face à un roi qui détenait tous les pouvoirs et il a fallu attendre le siècle des Lumières pour leur dire attention, on peut séparer les droits, les pouvoirs, parce que si on les laisse aux mains d'une seule personne, il fait ce qu'il veut. Donc nous, Africains, il faut qu'on se cultive et qu'on comprenne que ces trois pouvoirs doivent être réellement indépendants. Donc chacun de ces pouvoirs est exercé par une autorité différente et indépendante, et l'autorité qui exécute les lois, chez nous, on la connaît comme étant le gouvernement. Et dans les systèmes démocratiques modernes, c'est le gouvernement qui exécute les lois. Il a pour compétence d'appliquer, de mettre en œuvre les lois adoptées par le Parlement, entité indépendante, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, chez nous. Et dans nos États, en général, le gouvernement englobe le président de la République, le Premier ministre, les ministres et autres. Je voudrais illustrer cela. Mais avant, puisque j'ai dit ce qu'était un gouvernement, je vais rapidement dire pourquoi nous parlons de gouvernement collégial. Le pouvoir exécutif est composé dans un gouvernement collégial, non plus selon le schéma président, premier ministre et ministre, mais de pairs, donc des gens qui ont des rapports d'égal à égal et qui travaillent en quelque sorte en équipe dans des échanges humains, adultes, et prennent les décisions après discussion, après consentement. Chez nous, on appelait ça l'arbre à palabre. Donc voilà comment fonctionne un gouvernement collégial. Dans le cas de la Suisse dont j'ai parlé tout à l'heure, le pouvoir exécutif est détenu par le Conseil fédéral. Vous voyez déjà, ils emploient le terme fédéral. Conseil fédéral. Ce conseil est composé de 7 personnes, élues pour 4 ans par l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les deux chambres réunies, la chambre basse et la chambre haute, l'équivalent chez nous du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et chaque membre du Conseil fédéral, le Conseil fédéral, c'est-à-dire ce gouvernement qui dirige, a un département de l'administration que chez nous, nous appelons les ministères. La présidence tournante, maintenant, c'est le troisième point de mon exposé. Dans un régime politique à présidence tournante, contrairement à ce qui a cours dans nos États actuels en Afrique, la fonction de présider, le rôle de président va être assumé de manière rotative, successive, par les membres du collège. Je vais illustrer par la bonne pratique qui a cours en Suisse. Excusez-moi de vous parler de ce pays, mais je suis vraiment navré de constater que dans tous les livres d'histoire que je lis, on nous présente souvent deux grands modèles. Le régime parlementaire, on vous parle des Anglais, et le régime présidentiel, on vous parle des États-Unis. Et nous, dans tout cela, on a un régime présidentialiste qu'on a hérité, c'est d'ailleurs De Gaulle qui l'a mis en place en Afrique dans les années 60, et sorti de là, tout le monde reste dans ce canevas. Allons, soyons curieux. Et donc, la fonction de présidence dans la Confédération en Suisse. J'ai été surpris le 19 avril du mois dernier, il y a un journaliste du journal Le Monde qui a sorti un article dont le titre est « Pourquoi le nom, ou plutôt le président de la Suisse n'est pas connu ». Vous pouvez le trouver sur le net. C'est Le Monde qui l'écrit, il n'y a même pas un mois. Donc c'est que l'idée est en train de commencer à être brassée. Donc en Suisse, la présidence est une fonction. Celui qui assume cette fonction est ce qu'on qualifie de primus inter pares, c'est-à-dire que le premier parmi ses pairs. Il fait partie d'un collège. Ce sont ses pairs. Il est le premier parmi ses pairs. Il est élu parmi ses pairs pour 1 an par le Parlement, Assemblée fédérale, et donc l'Assemblée fédérale, qui réunit ces deux chambres et l'élise. Ce n'est, contrairement à ce que suggérerait son titre, il n'est pas le chef de l'État.
Celui qui assume la présidence de la Confédération n'est pas le chef de l'État. C'est l'ensemble du Conseil fédéral qui assume la fonction de chef de l'État. Et nous savons que l'intelligence collective est toujours supérieure à l'intelligence d'un individu, aussi doué soit-il. Et le risque même de se confier aux gens trop doués, c'est que par moments, ils dévient. Il n'y a pas de chef de gouvernement, mais un collège qui prend toujours les décisions en commun. C'est par exemple, le Conseil fédéral qui accueille les chefs d'État étrangers lors de leur visite officielle en Suisse. Chez nous, ça se passe par moments 2 à 2. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils ont vendu le pays? Est-ce qu'ils ont vendu le peuple? On n'en sait rien. Là, c'est un collège. Par tradition, quand même, hein, on confie en Suisse un certain nombre de tâches et de fonctions au président de la Confédération pendant son année de présidence. Par exemple, je vais vous les citer, il dirige les séances du Conseil fédéral. Eh bien oui, si on se réunit à 7, il faut bien quelqu'un qui dirige la réunion, arbitre au besoin la discussion. Il assume certains devoirs de représentation durant son mandat. Il prononce aussi traditionnellement le discours télévisé et radiophonique pour la nouvelle année et aussi pour la fête nationale du 1er août. Il accueille le corps diplomatique, les émissaires étrangers qui viennent en Suisse à l'occasion de cette fête, donc du Nouvel An, au Palais fédéral. Depuis les années 90, la règle veut que le président de la Confédération entreprenne des voyages officiels à l'étranger, pour ne pas payer le billet pour tout le monde, si on veut. Il œuvre fortement aussi pour les bonnes relations avec les cantons. C'est ce que disait mon Sébastien tout à l'heure, mon collègue et confrère à côté. C'est qu'il doit avoir ce lien entre l'État central et les régions, et les peuples et les ethnies. Celui qui assume cette fonction, eh bien, il joue ce rôle-là d'arbitrage. En cas d'urgence, il a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles, c'est-à-dire provisoires. Il peut décider à la place du Conseil fédéral s'il n'est pas possible de le réunir en séance ordinaire ou extraordinaire immédiatement. Voilà. Il est secondé par un vice-président qui lui-même a été élu par la même assemblée dans le groupe. Bref, je ne vais pas tout lire pour ne pas vous prendre trop de temps, puisque le discours sera mis sur le net, vous pourrez le prendre. Il faut noter aussi qu'en Suisse, il y a un état-major qu'on appelle la chancellerie qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est, en quelque sorte, secrétariat de ce gouvernement. On va conclure. Je vais conclure en disant ceci. On a souvent l'habitude de dire chez nous que le chemin qui mène à l'enfer est jalonné de bonnes intentions, est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que par moments, nous prenons certaines idées avec la meilleure intention possible et elles nous mènent à l'impasse. C'est pour cela que je vais conclure cette intervention par 2 points. Le premier point, ce sont les motivations et le deuxième, c'est la méthodologie. Les motivations. En quelque sorte, pourquoi recourir à une gouvernance collégiale à présidence tournante? C'est la question que vous poserez à Robert, qui a fait d'ailleurs une émission cette semaine sur Africa numéro 1. Pourquoi recourir à une gouvernance collégiale? Mais ça paraît évident. On est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. Et parmi les motivations donc fondamentales, il y en a 2. La nécessité de garantir une certaine équité dans la conduite des affaires publiques et communes entre les différentes entités qui constituent nos États. Les entités, c'est les ethnies, c'est les régions, voilà, c'est ça les entités dans nos pays. Et deuxièmement, c'est le souci d'éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, ce qui caractérise les régimes dictatoriaux et qui caractérisait ce qu'on a appelé avant la révolution de 1789 en France et en Europe en général, les monarchies absolutistes qui concentraient tout. Pour terminer, pour illustrer ce côté motivation, je vais vous lire l'expérience suisse, rapidement. C'est le dictionnaire historique de la Suisse qui dit que les pères de la Constitution étaient des membres de gouvernements cantonaux, hommes enclins au compromis et plus pragmatiques que portés sur la cohérence théorique. C'est-à-dire que la Suisse avant, au gouvernement, c'était les représentants de tous les cantons, donc de toutes les régions,
qui se mettaient ensemble pour prendre les décisions d'intérêt général. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on lit Raponda Walker, on découvre par exemple que dans le peuple pongouin, qui se trouve aujourd'hui là où est bâtie la capitale Libreville, à l'estuaire au Gabon, il y avait des clans, et chaque clan, les Adoni, les Akekaza, etc., chaque clan avait son chef. Et ces chefs-là se retrouvaient souvent ensemble pour prendre des décisions qui concernaient le groupe en général, l'ethnie en général. Donc on retrouve la même logique. Mais c'était des hommes sages, des gens choisis, respectés dans chaque clan. Ils n'étaient pas velléitaires. Velléitaires, c'est des gens qui aiment le conflit, qui aiment le sang, qui aiment la discorde. Un homme qui aime son État ne peut pas permettre qu'il soit chassé. Que pour partir du pouvoir, il faut toujours qu'il y ait affrontement entre ceux qui ne l'aiment pas et ceux qui le gardent avec des fusils. Il n'était pas velléitaire. Il faut connaître cet esprit. Fédéralitude, attitude fédéraliste. La situation politique à l'époque générale, au printemps de 1848 en Suisse, avait permis de se mettre avec détermination à l'œuvre et de concevoir en quelques semaines la première constitution de l'État fédéral suisse, alors qu'il fonctionnait de manière confédérale depuis 1291. Les pères de la Constitution voulaient éviter que le pouvoir ne soit concentré entre les mains d'une poignée d'hommes et encore moins entre celles d'une seule personne. Ainsi fut instaurée la présidence de la Confédération dont la durée du mandat fut limitée à 1 année. Aujourd'hui, bon, je vais vous passer ces détails. Au début, ils ont voulu, même dans ce groupe, pour choisir celui qui allait diriger la Suisse, on cherchait le meilleur. Alors le meilleur, on tombe très vite dans la subjectivité. C'est celui qui parle bien, c'est celui qui influence le peuple, etc. Et ça a commencé à créer encore des petits problèmes à l'intérieur du collège. Parce que l'homme et l'homme, il y a des jalousies. Si on est là 4 et que vous devriez me lire parce que, je vais faire une blague, j'ai le teint clair, les autres ne vont pas être contents. Hein? Ou parce que je parle très fort, les autres ne vont pas être contents. Donc on a établi des règles beaucoup plus équitables à partir de 1890. En Suisse aujourd'hui, dans le collège, on dit ceci, est président, donc le représentant du collège, le plus ancien dans le collège. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire le plus vieux. Le plus ancien, parce qu'il y en a qui peuvent commencer, si M. Mationgo, demain, l'État du Sud-Congo a un collège et que lui, il a commencé la politique à un âge, enfin après 50 ans, et qu'il y a un jeune de 30 ans qui est dans le collège, mais qui est arrivé avant lui, ben, il est avant lui. Lui s'est décidé après, malgré son âge. Donc voilà des critères un peu, on va dire, plus pacifiques, objectifs. Je vais terminer en disant que par ce système-là, nous pouvons amener toutes nos ethnies, en quelque sorte, à d'abord être dans le collège, parce que c'est fondé sur non plus la démocratie numéraire, la démocratie du plus nombreux, hein, la démocratie proportionnelle, mais la démocratie de concordance. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que dans le groupe des 9 ou 7 ou 5 ou 6, selon ce que vous allez décider, est-ce qu'il y a un représentant de telle ethnie, il y a un représentant de telle ethnie, de tel parti, de telle religion. Ok? Évidemment, vous me direz, si on a 20 ethnies, on n'aura pas 20 ethnies si on a un collège de 7. Mais au prochain tour, l'ethnie qui n'était pas va être intégrée. C'est un roulement. Et quand vous allez sur le site internet des Suisses, vous trouvez quoi? Ce n'est pas un président qui a mis 50 ans, comme on le voit chez nous, et tout le monde est content. C'est chaque année, voilà un président, et chacun dit, ah ben lui il est de ma région, lui il est de mon village, etc. Donc, c'était ça, les motivations. Je vais conclure par la méthodologie. La méthodologie, ça va être très court, c'est très important. Pour réussir une gouvernance collégiale, il va falloir que vous fixiez des critères de choix des membres. Est-ce que c'est l'ethnie, la religion, les régions, les partis politiques? Définir les missions de chaque membre. Définir les missions du président par rapport aux autres. Hein, il doit être un primus inter pares, mais qu'est-ce qu'il fait de plus par rapport aux autres?
définir les règles de rotation, est-ce l'ancienneté au gouvernement, hein, à ce gouvernement-là, définir les règles de prise de décision collégiale. En Suisse, par exemple, même si on n'est pas d'accord, on essaie, quand on a fini, quand on sort de là, on ne parle plus que d'une seule voix. Parce qu'aujourd'hui, lui peut avoir raison, demain c'est moi qui vais avoir raison, mais il faut que les parents, ce qui symbolise l'unité nationale, parlent d'une même voix. C'est comme dans un foyer, si papa et maman ne parlent pas de la même voix, les enfants commencent à profiter de ce désordre. Donc, les règles de prise de décision collégiale, définir les règles même de prise de parole au cours des réunions. En Suisse, tout ça est défini. Dans quel ordre parle-t-on? Qui parle après qui? Comment s'adresse-t-on aux autres? Eux, quand ils commencent les réunions, si ici nous nous appelions Sébastien, Robert et Mawawa, quand on arrive en réunion, on s'appelle, on prend la solennité, parce que chacun n'est pas là parce qu'il s'appelle Robert ou José. Il est là parce qu'il représente quelque chose d'important pour la nation. Donc, monsieur le conseiller de la défense. Donc, il va parler maintenant en tant que conseiller de la défense. Il oublie qui il est. Donc, c'est des règles de fonctionnement. Et puis, dans ces règles-là, qui commence à parler, c'est celui qu'on a appelé président. Ensuite, le département, si c'est la sécurité, celui du département de la sécurité. Si c'est des affaires sociales, celui des affaires sociales. Et puis, le chancelier peut amender des éléments par rapport à cette réunion. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour l'écoute. Et la fédéralitude est là pour vous, pour nous, pour l'Afrique. Merci. Sur les motivations, je sais que tu aurais pu le dire, mais oui, il y a aussi la sacralité de la vie et la dignité. Parce que la vie est supérieure à la politique. Voilà l'énoncé. Et je pense que ce qui nous fait mal dans ces affaires-là, c'est qu'on meurt beaucoup, et pour rien, on est sacrifié. Et donc cette question de la sacralité de la vie est une question importante des motivations. Ce que dit, merci l'ami, qui est philosophe de formation, politologue, est très important. La Constitution suisse, par exemple, commence par une phrase « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». C'est la première phrase du préambule, et le préambule, c'est le chapeau de tout texte de droit, d'accord, de contrat, au nom du Dieu Tout-Puissant. Et à partir de là, tout se décline. Et dans cette Constitution, vous ne trouverez pas la République est une indivisible. Il n'y a même pas le mot République dans cette Constitution. Or, chez nous, il est galvaudé. La République est une et indivisible. Pour qui? Comment? Ça a commencé comment? Ça finit comment? Bref. Donc, ce qu'il dit, c'est la sacralité de la vie. À partir du moment où je sais qu'en chacun, il y a une étincelle divine, nous sommes création, eh bien, si je respecte Dieu, je dois respecter mon prochain. Merci. On a écouté l'intervention de M. Poiti. Merci beaucoup, chers amis, chers frères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'abord d'avoir répondu à cette invitation qui était très attendue depuis la présentation de la déclaration de l'État du Sud-Congo le 10 juin, la présentation, je dis bien, du 10 juin 2014. Ce n'est pas donc pour rien que j'ai tenu, que le groupe a tenu, de se faire assister ce jour par des éminentes personnalités qui ont travaillé sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, je ne vais certainement plus revenir sur tout ce que mes deux prédécesseurs ont presque éclairci et relaté, puisque vous aurez le document à la fin. Je voudrais aujourd'hui, disons l'actualité oblige, dire que, au bout de 57 ans, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, le Burundi en est la preuve depuis 2 ou 3 jours. Donc on va continuer à s'entretuer pour le pouvoir.
ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, ce qui s'est passé le 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso, c'est la même chose finalement qu'on est en train d'attendre à Brazzaville. Tout le monde est suspendu. Attends ce moment-là. Le moment où nous allons nous entretuer. Parce qu'il faut que ça se parte. Et que comme il ne veut pas partir, et bien donc il y aura les coups de fusil. Les nombreux cultivent ce temps. Ils attendent. Pour preuve, le meeting de Pointe-Noire. On a même compté le nombre de mois qui lui reste. Donc à cette date-là, si Sassou ne dépose pas des armes et qu'il, plutôt sa veste, et qu'il s'en aille, eh bien ça va être chaud. À Brazzaville ou au Congo, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, eh bien, comment ne pas faire comme ce qui vient d'être, ce que l'ami Sébastien a évoqué, lui en plus il parle du Congo, il n'a pas parlé de la Suisse, il a parlé du Congo. Et ce que notre cher frère José vient de dire, et en s'appuyant sur ce que le président professeur Pascal Lissouba parlait de la petite Suisse, certainement qu'il savait quelque chose, mais il n'avait pas de quoi réaliser ce qu'il voulait. Parce que pour faire la petite Suisse, il fallait aussi du matériel, à l'image de la Suisse. Or, le Congo n'est pas du matériel à l'image de la Suisse. Le Congo aujourd'hui est géré comme dans un rêve de Congo uni et indivisible. Et c'est ça qui fait que quand M. Ganga va se lever pour revendiquer quelque chose qui est en lien avec sa région, on va lui dire non, on est unis et indivisibles. Même si ce qu'il revendique est en lien étroit avec sa localité d'où il arrive. Il dit non, on est unis et indivisibles. Tu ne peux pas parler au nom de ta région, tu ne peux pas parler au nom de ta tribu, tu ne dois parler qu'au nom de la nation. Donc celui qui tient la nation, eh bien, il va lui réserver le sort qui lui revient en ce moment-là, qu'il aurait décidé. Alors qu'ailleurs, on dit non. Il n'y a pas de un indivisible, mais ce que chacun, là où il est, qu'il travaille d'abord pour le bien et le bonheur du territoire là où il est, et le reste du bonheur résulte de là. Voilà pourquoi nous avons pensé que 57 ans de querelles, j'ai bien précisé interminables, il faut qu'on en mette quand même un terme à ce genre de choses. Ceux qui débattent sur le changement ou non de la Constitution, ils ne visent qu'une seule chose, que Denis Sassou Nguesso parte, qu'il le remplace et qu'il agisse, je ne sais pas si ça va changer ou ça sera de la même manière. Parce que c'est 57 ans, je lisais ce matin, comment ça s'est passé le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire. Ces querelles qui nous ont entraînés à la guerre dite de février 59, la guerre tribale en février 59. Nous devons aujourd'hui prendre conscience et dire que réglons ce problème qui est à l'origine des massacres éternels, des querelles éternelles. Monsieur José a cité le cas du Soudan, qui est le cas tout récent qui se passe en Afrique. Eh bien, en examinant bien la chose, le Soudan du Sud, quand il se crée, il ne tient pas compte des réalités et qu'il fallait essayer de regarder comment ça se passait dans les États fédéraux, à l'exemple de la Suisse. Si le Soudan du Sud avait vu le problème sous cet angle-là,
on n'allait pas connaître les problèmes, on n'allait pas entendre ce qui s'est passé après la séparation avec le Nord comme drame, mais peut-être que d'ici là, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on va, nous, pour le cas de l'État du Sud-Congo, nous avons dit et nous avons pensé que tout simplement, nous n'allons pas faire, mais on va copier. On ne va pas faire du copier-coller, mais on va regarder au niveau de la Suisse, qu'est-ce qui a bien marché, on va regarder au niveau de nos traditions, qu'est-ce qui a bien marché, de telle sorte que nous ne nous entretuions plus à cause du pouvoir. Nombreusement dit, mais pourquoi on ne pouvait pas l'étendre à ce fédéralisme que vous prenez dans l'État du Sud du Congo, pourquoi ne pas le faire pour l'ensemble de la République? J'ai toujours dit, attention, il y a une belle phrase que le défunt Ambroise Édouard de Mazalaï avait prononcée quand il dit, et cette phrase, il a fait suite à un constat. C'est-à-dire que depuis 1945 jusqu'à 1957, on ne peut pas parler de Jean-Félix Tikaya, c'était toujours quelqu'un du Sud qui a représenté le moyen Congo. Et arrive 1957, malgré que, avec les alliances que Jacques Opango fait avec certains cadres politiques de la partie Sud, il gagne, mais Dieu le voit. Mais qu'est-ce qui se passe? Soudain, ce n'est plus lui, mais par jeu d'affinité ethnique et tribale et autres, eh bien, ce député ou cette assemblée dans laquelle il avait la majorité de Dieu le voit, va basculer pour que l'abbé Fulbert Youlou prenne le pouvoir. Cela étant, il est donc simple de dire, et je pense que ça a été le cas pour Jacques Opango, qu'il fallait tout simplement se séparer, parce que cette séparation, elle part de là. C'est ici, qu'en présence de quelqu'un qui est dans cette salle, que moi aussi j'ai appris que la scission du Congo aurait pu avoir lieu même avant l'indépendance. Et des postes de gouvernement, de ministres, étaient proposés à la partie nord du pays pour que cette scission ait lieu. Ce n'est pas finalement quelque chose d'aujourd'hui. Elle date. Mais malheureusement, comme cela n'a pas été fait, et donc ce même problème nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous avez tous entendu, il y a quelques jours, il y a même quelqu'un qui est dans la salle qui m'a appelé, je ne dis pas de bonheur, pour me dire que il y a dans l'éditorial des dépêches de Brazzaville, pour ne pas dire à Brazzaville, un commentaire, donc celui qui a fait l'éditorial, a fait glisser quelque chose qui finalement risque d'être le chemin ou le chemin de M. Denis Sassou Nguesso, qui prévoit tout du 4e trimestre 2005 au 2015, au 3e trimestre 2016. Tout est là. C'est pour dire que, en suivant ce chemin, nous connaissons l'issue. Ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est celui qui écrit l'éditorial. Mais c'est ça le chemin qui est retenu. Et c'est donc, on nous attend, certains politiques nous demandent d'attendre 2016. C'est-à-dire pour que ça se passe comme ça s'est passé au Burkina Faso, avec toujours des morts, toujours du sang, et que ça se passe comme c'est en train de se passer aujourd'hui au Burundi, avec toujours des morts, toujours le sang. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que le fait qu'il y ait même un bébé qui meurt, est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on ne peut pas régler ce problème de pouvoir autrement que par le sang, le sang, le sang, le sang? La Tchécoslovaquie, pour ne pas parler de la Yougoslavie a eu des troubles, mais ils sont arrivés à précision à la création de cet État, et qui fonctionne et qui tourne très bien. La Tchécoslovaquie, ils se sont assis, sans guerre,
Et ils ont créé les 2 États. Voilà les exemples qu'on peut et que nous devons suivre. Et nous, parce que nous sommes dit, quand on prend la décision de créer l'État du Sud du Congo, on dit que non. Mais on va continuer à nous tuer. Soyons clairs. On va continuer à nous tuer. Mais on risque demain de disparaître. Bêtement parce qu'on n'aurait pas pris les choses au sérieux. On pense que Congo uni et indivisible, c'est qui est une très bonne chose. Mais ceux qui prennent les armes pour nous tuer, eux aussi, ils récitent la même récitation. Ils récitent la même récitation, Congo indivisible. Mais en entendant, pour garder le Congo un et indivisible, il faut tuer ceux qui revendiquent, je pense, le pouvoir. Il faut les tuer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et on est là, on regarde, et nous continuons à dire Congo un, unique et indivisible. Désormais, nous, qui avons pris cette décision, nous avons dit que M. Denis Sassou Nguesso, qui lui-même le dit, et quand il le dit, il n'y a pas ceux pour lesquels il le parle ne lui contredisent. Quand il dit tout ce que je suis en train de faire, c'est pour vous au nord. Parce que si demain les choses changent, que le pouvoir reparte au sud, ils vont vous massacrer, on va vous tuer. Est-ce qu'il y a eu un cadre venant du côté nord ou proche de Sassou ou du clan, ou je ne sais pas comment il faut le dire, qui a pris le micro pour dire, pour condamner M. Denis Sassou Nguesso en public, puisque c'est des paroles qu'il tient en public? Est-ce qu'il a pris quelqu'un, vous avez entendu quelqu'un, qui a pris le micro sur RFI ou je ne sais pas dans quelle radio, les 3 sites que nous avons, qui a dit que je ne suis pas d'accord avec ce que M. Denis Sassou Nguesso dit par-ci par-là? S'il y a eu quelqu'un qui l'a dit. Mais si c'est dans le cadre que lui il parle, nous on se tait et on est derrière lui puisqu'il a dit que j'assume, et alors, sachant tous que Denis Sassou Nguesso, c'est tout simplement lui qui est devant, mais derrière lui, il y a tout ce monde qui se taise et lui, il parle. Il fait, même les crimes les plus crapuleux, il les fait et il les revendique, il les accepte, mais il sait pourquoi il le fait. Et ceux pour lesquels il le fait, eh bien, ils sont là tranquilles. Ce n'est pas un calvaire, ni pour le nord, ni pour le sud, mais c'était un bien-être. C'est ce moment-là qui va finalement nous permettre de régler, de résoudre le problème du pouvoir. Et le pouvoir, on l'a dit ici, par nos amis, Sébastien qui a parlé du Congo, heureusement qu'il n'a pas parlé de notre État, par notre frère José, qui nous a pris l'exemple de la pourquoi pas de l'Allemagne. Alors, dans cet État, pour ne pas parler de notre, dans cet État du Sud du Congo, nous avons pensé que pour aussi répondre aux interpellations de certains de ceux du Sud même, mais oui, mais il y a eu des guerres entre vous là-bas, le Poul et les pays du Niari. Mais il y a eu des guerres, les Vili qui disent que les Bapoungou va dire et il y a beaucoup de choses qu'on nous dit. Il y aura toujours des problèmes là-bas aussi. Et oui, effectivement, heureusement que nous allons tenir compte de ces problèmes-là. Et c'est pour cela que le territoire, aujourd'hui région ou département, peu importe sa superficie, peu importe sa population, aura en termes représentation au niveau des instances dirigeantes de la nation, un nombre égal de responsables. Si le pôle qui est plus peuplé que le Kwilu doit avoir 7 sénateurs, eh bien le Kwilu aussi aura 7 sénateurs, le Niari aura 7 sénateurs, la Bouenza aura 7 sénateurs, la Likoumou aura 7 sénateurs. Tout cela va faire quoi? Dans l'exemple que j'ai donné dans un article que j'avais diffusé il y a quelques jours,
quelques semaines, ça va permettre à tous ceux qui veulent demain être aux affaires de l'État, avoir la responsabilité de l'État, d'être patient, que aujourd'hui, c'est là où c'est important de dire que non, aujourd'hui c'est ton tour, demain c'est mon tour. Ce n'est pas apprendre d'une manière péjorative comme quand ce qu'on a dit à Mungunga, le défunt Mungunga, qui avait dit que oui, maintenant c'est notre tour. Mais nous ici, on ne le prend pas d'une manière péjorative. Mais c'est d'une manière objective qu'on le traite ici. Que moi je dois attendre mon tour. Voilà. Et quand mon tour arrivera, après son tour, eh bien je ferai ce que je... Après moi, ce sera le tour de l'autre. Le tour, hein, le fédéralisme et la présidence tournante, c'est le tour. Voilà. À chacun son tour. Pourvu que les choses, nous réglons ce problème pour lequel nous nous entretuons. De 60 à ce jour, nous n'avons, dans l'histoire, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que il a été presque pénible, sinon presque pas possible, qu'un président du Sud puisse terminer son mandat ou puisse solliciter un deuxième mandat. C'est pénible. C'est pénible. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le Sud, non, le Nord ne veut pas être commandé par le Sud? Je ne sais pas. Si c'est ça le problème, si le Nord ne veut pas être commandé par le Sud, ben, à ce moment-là aussi, nous aussi au Sud, on va dire que non, on ne veut pas être commandé par le Nord. C'est tout. Pour que les choses soient dites et vues comme ça. C'est pour dire que l'État du Sud-Congo a une raison et cet État du Sud-Congo va se mettre en place. Tout est mis en route pour que cela soit ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas les membres de l'État du Sud-Congo. Ils ne sont ni signataires ni membres, mais c'est des ressources qu'on a prises pour que tout le monde essaie de comprendre que cet État du Sud-Congo pose un problème qui est au cœur de la souffrance que nous traînons. Donc l'État du Sud-Congo, c'est une solution à ce tremblement de terre qu'on est en train de craindre. Parce qu'on dit qu'il y a un tremblement de terre qui va avoir lieu en août 2016. Donc comment éviter ce tremblement de terre-là? Comment l'éviter? Eh bien, il y a une manière de l'éviter en créant en donnant le pouvoir au Nord qui ne veut pas être commandé par le Sud, et en donnant finalement, en remettant le pouvoir au Sud qu'il se gère lui-même par rapport aux moyens qui vont être les siens. Voilà, donc pouvoir collégial, président tournante, ça va être la règle d'or dans l'État du Sud. Merci beaucoup de ce temps que vous avez, vous êtes consacré, pas que vous avez consacré, vous vous êtes consacré pour essayer d'entendre d'autres sons de cloche et peut-être, pourquoi pas, mieux étayer ce que le fond de RPP, entre guillemets, avait toujours tendance à dire, il dit toujours. Voilà. Mais l'État du Sud du Congo, c'est prêt, parce que nous y sommes. C'est un problème de pouvoir qu'on règle et ça va être fait. Compositeur, mais la artiste en congolais. Et Bongi Petozalisa pour la conférence nationale. Mosangani Malapopo, Baba Kalisi révolutionnaire. Poto Salela, finalité à socialiste. Poto Yela. Contribution à trésor et à la culture, la Mboka Congo. Peuple congolais et Bonito Koumissa. Succès à conférence nationale. Oeko Sangisa Lolenge la libota la bato. Nalisanga Semoko. Peuple congolais et Bonito Yemba. Bolongi pour conférence nationale. Mimina basali esengo ya mosala pe bondeko na souris
démocratie à Congo, tosukela mpe tolanda etumba ya conférence nationale oelonga o na ebuteli ya etando ya Congo populaire. Tosangana o epe tosangisa makanisi o na sanza ya juillet o conférence nationale tosengi na bakoko bakende bopesa bana na bino makanisi o na bosangali malamu o conférence nationale région nyonso ya Congo ekaka le 31 juillet na la capitale. balengi mpe bakolo lisanga se moko sopisa makanisi conférence nationale le 31 juillet région nyonso ya Congo oya tosangana